Alors, quelle stratégie, quelle vision entre optimisation et optimisme? On va voir s'il assure. Philippe Donnet, le président directeur général de Generali. Venez près de moi, Philippe. Merci d'être avec nous, d'être venu d'Italie et de nombreux pays où vous vous rendez, où Generali est présent pour discuter avec nous. Si vous me permettez cet adverbe qui vous parle, assurément, c'est un sujet intéressant. Hein. Alors, on va parler de cette entreprise Providence, mais avant tout ça, c'est vrai que si on revient au cœur de métier, au métier originel de Generali et tous les métiers de l'assurance au sens large du terme, vous êtes des postes avancés, des vigies, j'allais dire des postes d'observation de tout ce qui se passe à tous les niveaux. Allez, en lien avec cette entreprise Providence, qu'est-ce que vous voyez comme grands enjeux globaux pour lesquels il faut déjà se préparer quand on est assureur? Parce que on délègue sur son assureur une certaine responsabilité. Hein. Ça ne nous a pas échappé. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, de par notre activité qui consiste à protéger les entreprises, les familles, les individus de tous les risques, on est forcément un bon observatoire des risques parce qu'on essaye de les voir arriver avant qu'ils se produisent. Parce que quand ils se produisent, c'est malheureusement un peu tard. Alors, quels sont... Prévenir plutôt que guérir. Exactement. Quels sont les risques majeurs que court le monde, à notre avis? Et j'exclus les risques financiers, parce que c'est pas le sujet de la journée. Je voudrais parler des risques qui affectent tout le monde. Il y a d'abord un sujet de démographie. Il y a un enjeu démographique dont on parle, à mon avis, pas assez souvent, mais qui est majeur. On est censé passer de 7 milliards à 10 milliards en 2050 sur une Terre qui, elle, ne va pas augmenter de volume ou de surface. C'est un peu ce que disait Eric, pardon de vous couper, par rapport au Mali et au Niger, hein, où il faut augmenter le nombre de classes parce que la natalité est là. Donc. Voilà, donc comment on fait pour gérer 3 milliards de personnes en plus? Il y a également un sujet de vieillissement de la population, alors plutôt dans les pays développés, donc un vieillissement de la population extrêmement accéléré dans les pays développés, et une croissance de la population dans les pays dits en voie de développement. Mais quand on dit en voie de développement, on est quand même, à mon avis, un peu optimiste. C'est pas si simple que ça. Je prends des exemples. D'ici 2050, la population des plus de 60 ans va doubler. Le taux de dépendance, comme on l'appelle nous dans l'assurance, qui est le ratio entre les plus de 65 ans et les entre 15 et 65 ans, va doubler et va passer à 50% en 2050. 50% en 2050, ce qui pose évidemment des problèmes de viabilité de certains équilibres sociaux. Donc ça, si les tendances ne s'inversent pas, c'est quand même un sujet majeur. Bon, il y a le changement climatique. Alors ça aujourd'hui, on a l'impression de dire une évidence, mais il y a encore des gens qui n'y croient pas. Moi, je peux vous dire qu'on mesure de manière très précise dans toutes les personnes que vous assurez, bien sûr, et dans la réassurance les évolutions climatiques, parce que les évolutions climatiques génèrent des catastrophes naturelles, des catastrophes environnementales, et au final, c'est le marché de la réassurance ou de l'assurance qui paye ça. Donc on a effectivement... Oui, on a la multiplication des risques, et en même temps, on a leur taille. Hein. Ça devient des risques majeurs et de plus en plus répétés. Hein. Alors, il y a une fréquence qui augmente et une intensité qui augmente. Donc ça, c'est ce qu'on observe. Et on ne voit pas d'indicateurs qui permettent de penser que ça va se ralentir dans les années qui viennent. Ce qui veut dire, je suis désolé de vous l'apprendre, mais que vous allez payer des primes d'assurance de plus en plus chères. Alors, il y a également l'enjeu du numérique et de l'intelligence artificielle. Il y a des gens très optimistes sur ce sujet qui ont raison et qui pensent que ça va accélérer la croissance économique.
d'ici 2020, l'intelligence artificielle devrait produire un PIB additionnel de 16%. C'est pas rien, je dirais ça c'est la bonne nouvelle. Il y a un pendant. Ben oui, et là-dessus, les experts sont beaucoup moins clairs. C'est quelles sont les conséquences pour l'emploi, et notamment quelles sont les conséquences pour l'emploi peu qualifié. Il y a une étude assez sérieuse qui a été faite par PwC qui considère que d'ici 2030, l'intelligence artificielle va détruire 30% des emplois. Et donc là, on n'est pas, on en parlait hier avec Benoît Serre, qui est ici, hein, on n'est pas dans la transformation des métiers, dans la transformation des compétences, mais on est dans la destruction pure et simple des métiers. Hein. On est effectivement dans la destruction de beaucoup de métiers. Et puis alors, c'est évident que les robots sont construits par des robots. Donc c'est pas vrai que l'intelligence artificielle va remplacer tous les emplois qui vont être détruits. Donc il y a un vrai sujet. Il est également évident, comme l'a dit Éric Orsena, que tous ces risques sont totalement liés entre eux. Il y a une interdépendance totale de tous ces risques, et ça c'est un peu la mauvaise nouvelle, parce que quand vous avez des risques qui sont corrélés entre eux, c'est encore beaucoup plus difficile. De cercle vicieux. Exactement. Alors je prends un exemple. La démographie a évidemment un impact négatif sur le climat, sur le réchauffement climatique, parce que plus de personnes, c'est aussi plus d'activité humaine, et plus d'activité humaine, plus de CO2. C'est plus de CO2 et plus de chaleur. Je prends des exemples tout bêtes qu'on regarde pas toujours, parce qu'on s'attaque pas forcément au bon sujet, aux bons exemples. Mais le trafic aérien va, en raison de l'augmentation de la population et en raison des compagnies low cost qui font que le coût du transport aérien baisse de plus en plus. Et qui font du point à point, donc ça multiplie les fréquences. Oui. Il a déjà été multiplié dans les 15 dernières années par 2,5. Hein, donc on est passé de 2 à 5 milliards de passagers par an dans les avions. Et on prévoit que dans les 15 prochaines années, il va à nouveau être doublé. Donc on va arriver à entre 8 et 10 milliards de passagers dans les avions par an. Il faut quand même savoir que, en termes de bilan carbone, l'avion, c'est 40 fois pire que le train. Hein, donc on a tous venu à Avignon par le train, donc ça c'est vertueux. 40 fois plus d'émissions CO2 en avion qu'en train. Donc ça, c'est des sujets qu'on n'évoque pas, à mon avis, suffisamment souvent, parce que je ne suis pas persuadé que tous ces voyages, tous ces déplacements en avion sont tous très utiles. Alors quand vous disiez hein, tout à l'heure que tout était corrélé, ça veut dire que ces dérèglements climatiques vont entraîner aussi, et la boucle malheureusement vicieuse et bouclée, entraîner des déplacements de population, et on y va. Hein. Vous regardez ça avec un œil très fin. Hein. Oui, alors là aujourd'hui, il y a 70 000, entre 70 et 100 millions de personnes qui sont déjà déplacées dans le monde. Pas forcément uniquement pour des raisons climatiques, mais le phénomène va s'accélérer, parce qu'effectivement, la conjonction de la démographie galopante plus le réchauffement climatique qui fait que dans les pays où la démographie galope le plus, c'est là, par exemple, que les sécheresses, les famines sont les plus intenses, les plus importantes, va conduire inévitablement, si rien ne change, à des migrations massives, mais qui sont juste pour survivre. Donc des centaines de millions de personnes vont être obligées de quitter l'Afrique juste pour pouvoir survivre. Donc on voit, vous avez du boulot pour les années à venir, pour prévoir, pour être encore plus dans le préventif, dans le prédictif aussi. Là, l'intelligence artificielle peut évidemment aider et vous accompagner, et accompagner ceux et celles que vous rassurez et que vous assurez, justement. Alors justement, puisqu'on parle de rassurer, d'assurer, de chouchouter au sens premier du terme, on parle de providence, Philippe Donnet. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette providence, par rapport au rôle de l'État, de l'entreprise en particulier ? Alors, sur la notion de providence, je crois qu'il faut effectivement agir.
la providence, finalement, c'est l'action. Qui doit mener les actions, qui doit conduire les actions. Il faut que les actions qu'on conduise aient un impact. Au final, c'est ça la providence. Alors, est-ce que, face à ces problèmes, est-ce qu'on agit suffisamment? La réponse, c'est bien évidemment non. Les États, aujourd'hui, sont sont pas suffisamment puissants. Je dirais pas qu'ils sont totalement impuissants. Je dirais diplomatiquement qu'ils sont pas suffisamment puissants. Alors c'est vrai au plan domestique, les États ont du mal à gérer un certain nombre de phénomènes comme la gestion de l'immigration, la gestion de l'intégration de l'immigration et ses conséquences sur une population. Ils ont du mal à maintenir des équilibres financiers publics, des équilibres sociaux. Alors quand je dis ça, je ne jette pas la pierre, je parle de ça en toute humilité. J'ai jamais eu, je dirais, de responsabilité publique. J'ai bien conscience que tout ceci est très compliqué. Donc ce constat, je dirais, d'impuissance n'est pas une critique. Quand on parle du sujet climatique, c'est pas un État tout seul qui peut y arriver. Donc là, c'est forcément une collaboration des États au niveau global, ce qui est encore plus compliqué. Donc déjà, on en parlera avec Pascal Lamy demain matin d'ailleurs. Hein. Donc déjà, un État a du mal à régler ses problèmes domestiques. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que pour régler les problèmes de climat, il faut qu'ils collaborent tous. Et on voit bien, après la COP 21, que malheureusement, même si les intentions sont bonnes, même si des engagements sont pris, on voit bien qu'au final, l'action a peu d'impact. Et le sujet, il est là. Alors moi, là encore, c'est pas une critique, mais moi, ce qui me frappe quand même par rapport à mon métier de chef d'entreprise, c'est que je trouve que, paradoxalement, les politiques ont une vision qui est beaucoup moins long terme que les chefs d'entreprise, alors que ça devrait être le contraire. Et malheureusement, on est, à mon avis... C'est ce que disait Stéphanie tout à l'heure. Hein, à force de trop de technicité, de management du quotidien, on en oublie de donner des visions, de faire des plans. Avant, il y avait des plans à 5 ans, à 6 ans, on se projetait. Oui, alors il y a encore des pays où ça se fait. Moi, je suis toujours frappé... J'ai vécu et j'ai travaillé en Asie, je suis toujours frappé par la Chine. La Chine voit très loin, la Chine a une vision très long terme. Et d'ailleurs, son dirigeant s'est donné un horizon politique de très long terme, puisqu'il a changé. Exactement. Bon, mais ça pose des sujets, on en parlait ce matin au petit déjeuner, sur comment concevoir une démocratie pour qu'elle puisse quand même donner aux dirigeants politiques la vision stratégique, la vision long terme suffisante, de manière à entreprendre des actions qui ont un vrai impact. Parce que si aujourd'hui une action est vertueuse et prise par un gouvernement, et si elle est défaite par le gouvernement suivant, ça ne sert à rien. Moi, je suis, depuis que je suis responsable de Generali en Italie, j'ai déjà vu passer 3 premiers ministres italiens. Moi, je suis toujours là. J'en ai déjà vu passer 3, et ça risque de continuer. Comment peut-on mener une action long terme dans ces conditions? Surtout quand on considère que le prédécesseur n'a pas forcément fait des bonnes choses et que donc, évidemment, comme par hasard, on va changer. Ouais. Mais si je vous suis, et si on vous suit, Philippe Donnet, vous êtes en train de nous dire que volontairement ou parce qu'il le subit, l'État se désengage et c'est un peu la fin de l'État-providence? Alors, je ne sais pas si c'est la fin. Je pense que la notion même d'État-providence n'est pas une bonne notion. Je pense au final que l'État tout seul ne peut pas régler tous les problèmes, que les États tout seuls, même tous ensemble, ne peuvent pas régler tous les problèmes. C'est-à-dire que la responsabilité de trouver des solutions n'incombe pas à l'État. Et c'est en ça que l'État ne peut pas être considéré comme un État-providence. Cela étant, je pense aussi que les États doivent améliorer leur mode d'action. Alors si effectivement les États ne peuvent pas tout résoudre tout seuls, il faut bien que d'autres apportent des contributions. Et c'est là qu'on arrive à la notion d'entreprise-providence. Là encore, je ne pense pas que les entreprises toutes seules peuvent résoudre tous les sujets. Et donc, je ne crois pas vraiment à l'entreprise-providence. En revanche, je crois à l'entreprise responsable et à l'entreprise engagée. Mais l'entreprise responsable et l'entreprise engagée, ce n'est pas un sujet de communication. C'est un sujet d'impact, d'action et d'impact. Et donc la question, c'est comment, effectivement, pour les entreprises,
avoir des actions qui aient un impact et qui collaborent avec les États. Parce que moi, je n'oppose pas les entreprises aux États. Au contraire, je crois que les solutions seront forcément apportées par une collaboration plus ample des États entre eux, des États avec les entreprises, avec le secteur privé. Le monde doit devenir de plus en plus collaboratif. Donc moi, je n'oppose pas la providence de l'un à la providence de l'autre. L'entreprise a des moyens d'action et elle doit les mettre en œuvre. On a quand même franchi des étapes importantes. Je me souviens, dans les années 2000, les visionnaires commençaient à parler de développement durable. Et ils étaient assez peu écoutés. Mais enfin, il y a eu une prise de conscience des entreprises. C'est-à-dire qu'on est passé de la bonne conscience d'une entreprise où un patron d'entreprise, en fonction de ses sensibilités personnelles, je dirais, redistribuait une partie des bénéfices de l'entreprise, soit de manière sociale, soit pour la culture, soit pour l'art, soit un peu de tout, mais c'était assez peu organisé, assez peu structuré. Et puis il y a eu, en 2000, cette prise de conscience des entreprises avec un besoin de faire un diagnostic, c'est-à-dire quel est l'impact qu'on a, quels sont les enjeux et comment on va pouvoir faire des choses. Mais ce n'était pas encore très structuré et on était plus dans le diagnostic que dans l'action. Et puis depuis 2010, les choses ont quand même beaucoup changé dans les entreprises. Alors peut-être pas dans toutes les entreprises. Mais il y a le passage de la réflexion et de la compréhension à l'action, là, du coup. Là. Alors il y a le passage à l'action et à l'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont contraintes d'intégrer dans leur stratégie un véritable engagement pour améliorer le monde. Alors en anglais, on dit sustainability, c'est la parole magique. Le côté durable. Alors j'ai du mal. En italien, on dit sostenibilità, mais en français, je ne sais pas trop comment le traduire. Normalement, c'est développement durable, hein, c'est ça? Oui, mais c'est pas durable, ça n'est qu'une partie du chose parce que ça ne prend en compte que la dimension temporelle. Voilà, donc il faudrait mettre un peu de résilience aussi. Bravo. Il faut. Mais c'est intéressant, vous nous disiez là, justement, vous parliez de l'Italie, le regard pour celui qui a beaucoup travaillé en Asie, hein, et puis l'Italie par rapport à la France, comment ils font là, nos grands dirigeants en Italie? On parlait de Total tout à l'heure avec Stéphanie. Eni, ils sont comment? Ils sont en retard, les Italiens? Ils sont en avance par rapport à nous? Ils sont à peu près au même niveau que nous. Non. Je ne commenterai pas la politique italienne aujourd'hui, mais enfin très honnêtement, il y a une proximité très proche entre l'Italie et la France. Il y a quand même plus de stabilité politique en France, et je dirais c'est quand même très positif. Alors, en revanche, en Italie, comme on est habitué à voir passer les gouvernements, il y a quand même une indépendance des entreprises et de la vie économique par rapport à la vie politique, qui forcément s'est instaurée. Mais même en Italie, chez Generali, on est une des rares entreprises qui fait partie de l'index du Dow Jones Sustainability Index, parce qu'on a intégré justement beaucoup d'actions en faveur du développement durable dans nos stratégies. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Alors pourquoi on le fait? On le fait parce que on veut le faire, on a envie de le faire, on considère que c'est notre responsabilité de le faire. Les dirigeants de l'entreprise considèrent que c'est leur responsabilité personnelle de s'engager là-dedans. Et puis si jamais on ne le faisait pas, on ne réussirait pas. Il n'y a pas de conflit, on parlait tout à l'heure d'éthique et de pragmatisme. Il n'y a pas de conflit entre éthique et pragmatisme. Il n'y a pas de conflit entre construire une performance économique durable et les résultats court terme du trimestre. C'est le contraire. Aujourd'hui, quand vous regardez la performance des compagnies qui sont engagées dans le développement durable, la performance financière, elle est très supérieure à celles qui n'ont pas d'engagement ou à celles qui ont des engagements faibles. Et ça, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Je crois qu'il faut être... Moi, je vous ai présenté tous ces risques, pas pour être pessimiste. Des opportunités. Voilà. Mais c'est surtout une prise de conscience de la réalité. Pour être optimiste, il faut agir. Et pour agir, il faut savoir sur quoi on agit. Il faut avoir une vraie prise de conscience des responsabilités. Aujourd'hui, ce qui est une des bonnes nouvelles, c'est que le capitalisme, qui pour moi n'est pas un gros mot,
devient de plus en plus vertueux. Moi, je passe beaucoup de gens avec des investisseurs, de très gros investisseurs à Londres, à New York, à Boston, parce que ce sont les actionnaires des grosses entreprises. Et aujourd'hui, les entretiens qu'on a avec ces gens-là sont à 80% dédiés au développement durable. À qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos engagements? On passe très peu de temps sur les sujets financiers, un peu plus de temps sur le métier, pas mal de temps sur les ressources humaines et beaucoup de temps sur tous les engagements qu'on prend en matière de développement durable. Alors par rapport à tout ça, tout à l'heure on a vu avec Jean-Marie Lambert, avec Veolia, que ça tombait sous le sens que l'entreprise participait et promouvait toutes ces notions-là de par son métier de base, j'allais dire, hein, l'eau, hein, qui est la clé, Eric nous le disait. Vous, c'est vrai que ça a un sens, parce que vous assurez tout au long de la vie des personnes, des entreprises, des biens, des services, et que plus la vie sera longue, mieux on se portera. Et c'est vrai que vous êtes aussi la cible idéale. Hein. Les compagnies d'assurance, vous nous le disiez tout à l'heure, il faudra augmenter les primes parce que les risques augmentent. Bon ben voilà, alors du coup, stigmatiser, comment on gère ce paradoxe où on est en première ligne, en même temps on a un métier qui est complètement disrupté avec l'intelligence artificielle, où on doit passer je caricature, hein, du paiement voilà, à de la prédiction, à de la prévention. Oui, moi ça fait 35 ans que je suis dans le secteur de l'assurance. J'ai effectivement vécu, notamment en France, la situation des compagnies d'assurance qui étaient détestées par... Mais c'est la cible facile. Hein. Oui, mais ça a beaucoup changé. C'est plus le cas parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris à quel point notre métier était indispensable justement à la viabilité des activités humaines, de deux manières, parce qu'on protège les entreprises, les personnes contre toutes sortes de risques, et d'autre part, parce que grâce à cette activité, on investit dans le développement économique. Et donc, je dirais que notre métier, par nature, nous, assureurs, on est par définition une entreprise Providence. J'ai eu l'occasion de travailler pour une compagnie d'assurance qui s'appelait La Providence. Philippe Donnet, le citoyen lambda va vous dire, mais la Providence, pas à n'importe quel prix, c'est trop cher. Hein. C'est trop cher. Il y a une régulation du marché, il y a, Dieu merci, une concurrence qui fait qu'on ne peut pas survivre si on est trop cher. Non, je crois qu'aujourd'hui on a dépassé ça. Alors c'est vrai que nous on est en train de transformer notre business model. On était dans un, pardon pour tous ces anglicismes, mais on était dans un business model qui était basé sur la protection et l'indemnisation. De plus en plus, on va vers la prévention, vers le service, vers le partenariat avec le client. Et donc ça renforce nos liens avec les clients. On parlait des investisseurs qui exigent beaucoup plus d'engagement vers le développement durable, mais il n'y a pas que les investisseurs. Il y a également, et ça a été rappelé par Jean-Marie Lambert, il y a également les salariés qui exigent beaucoup plus d'engagement, mais il y a également les clients. Nos clients ont besoin de savoir quel est notre engagement en matière de développement durable. Donc la pression est très forte. Tout à l'heure, hein, ça permet aussi de faire la différence par rapport aux concurrents. Hein. Je vais choisir Generali parce que Generali est engagé. Hein. Exactement. Donc c'est vital pour une entreprise. C'est vital. Alors nous, on a la chance effectivement d'être dans un métier qui est particulier, puisqu'on est déjà un fournisseur finalement de viabilité, de durabilité. Donc on n'a pas d'impact négatif, nous. Donc c'est pas la même chose pour une entreprise qui peut avoir un impact négatif sur l'environnement d'être perçue comme une entreprise engagée. Donc c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc il y a une vraie relation de proximité, on n'a pas confiance. Nous on n'a pas ce sujet-là. Alors on fait des tas de choses quand même pour être encore plus engagé. Alors déjà dans notre métier, par exemple, on assure plus, sauf exception, les entreprises qui ont une activité liée au charbon. Alors je dis sauf exception, c'est la Pologne. La Pologne est très en retard sur la transition énergétique. 80% de l'énergie en Pologne qui est basée sur le charbon. Il se trouve qu'on est présent en Pologne avec une part de marché aussi importante. Et ça, c'est un vrai dilemme. On est en discussion ou en affrontement régulièrement avec Greenpeace, qui nous demande d'arrêter aujourd'hui l'assurance des
mines de charbon en Pologne. Alors comment on fait? Parce que c'est un grand Ben, écart. Hein. D'un côté, il y a du business, et oui, puis de l'autre, là, il y a le name and shame dont on parlait tout à l'heure. C'est pas un sujet de business parce que ça représente quelques millions de primes d'assurance. Donc, on fait 70 milliards de primes. Donc, je dirais que c'est pas un sujet de business, c'est un sujet justement d'engagement. On est présent sur un marché. C'est ce que disait Eric Orsena. Il disait il y a le point A, il y a le point B, mais il y a un chemin pour aller du point A et du point B. Nous, c'est ce qu'on explique en permanence à Greenpeace. On leur dit que nous, on parle avec les producteurs d'énergie en Pologne et on essaie de les accompagner sur le chemin de la transition énergétique. Et c'est ça l'engagement pour le développement durable. Ce serait beaucoup plus facile pour nous d'arrêter, ça ne nous coûterait rien d'arrêter ça. Mais non, pour moi, l'engagement durable, ça va avec la gestion un peu intelligente des dilemmes. Donc on fait ça, on essaye globalement donc se désengager des risques liés au charbon, dans nos activités d'assurance, dans nos activités d'investissement. On a pris l'engagement d'investir 4,5 milliards dans les 2 prochaines années sur des activités de production d'énergie renouvelable, donc de l'énergie verte. On a acheté d'ailleurs, on est devenu l'actionnaire d'un gestionnaire d'actifs en France qui s'appelle Sycomore, qui est spécialisé dans l'investissement environnemental. Sycomore Asset Management. Hein. Social, exactement, social governance. Donc notre engagement est très fort là-dessus. Ça, c'est pour tout ce qui est lié au business. Après, on fait d'autres choses. Il y a Human Safety Net. Là, ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, c'est ce qui nous tient à cœur. Alors ça, j'en parlerai après, parce que ça, c'est un peu le prolongement, je dirais, humain de notre activité d'assureur. Mais déjà, dans notre activité d'assureur et d'investisseur, on essaye déjà de valoriser notre patrimoine. Ça, c'est des choses importantes. Moi, quand je suis arrivé chez Generali, il y avait des joyaux qui appartenaient quelque part à l'humanité, qui étaient à l'abandon. Moi, je prends l'exemple de la place Samar, 15 000 m² sur la place Samar, qui était laissée à l'abandon. On a lancé un énorme projet de rénovation avec l'objectif d'y installer les activités de notre activité humaine, de Human Safety Net, mais également d'ouvrir des locaux historiques qui n'avaient jamais été ouverts au public depuis 500 ans. C'est l'entreprise dans la cité. Hein. C'est l'entreprise dans la cité, c'est le partage. Je pense que je parlais de collaboration, mais je parle de partage aussi. Et aujourd'hui, on est en train d'ouvrir au public beaucoup de nos actifs immobiliers. Donc on le fait pour pas mal de palais qu'on a remis en fonction, dont Venise, dont le palais Bonaparte à Rome va également être réouvert au public. On vient d'ouvrir au public une ferme, parce qu'on est aussi un des plus grands fermiers d'Europe. On exploite... Ça, c'est pas forcément su. Hein. Non, je sais bien. On exploite 14 000 hectares en Europe. On doit être la première société agricole en Europe. Et là, il y a énormément à faire pour rendre justement les activités agricoles plus durables. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on installe du biogaz partout où on a des fermes de production. Donc on s'engage dans l'agriculture durable. Et puis on essaye de tout combiner. Il y a une ferme historique de Generali qui est à côté de Venise, qu'on a acquis en 1851, qui est le résultat d'une transformation de 2000 hectares de marais au bord de la mer en ferme. Avec, je dirais, et c'est né comme une entreprise durable parce que c'était une entreprise agricole qui s'occupait des personnes. C'est-à-dire qu'elle faisait travailler 2000 personnes, il y avait un village, il y avait une école. Et c'était ça, l'agriculture en Italie à l'époque. On a décidé aujourd'hui à la fois de garder la mémoire de ça, avec un musée. On est en train d'ouvrir un musée de l'agriculture dans cette ferme-là. On est en train d'en faire une ferme modèle sur le plan écologique, biologique. Et puis, on l'ouvre au public avec des œuvres d'art, avec une piste cyclable. Donc, vous pouvez prendre votre vélo. On fournit même le vélo. Vous pouvez faire le tour des 2000 hectares en vélo en voyant des œuvres d'art au milieu des champs.
Voilà, donc on essaie de combiner un petit peu l'agriculture, la valorisation du patrimoine, l'art et la culture. Alors, État-providence, entreprise-providence, homme-providence, on peut conclure là-dessus. Je commençais à en parler, Human Safety Net. Racontez-nous. Alors, The Human Safety Net, c'est une initiative qui est née il y a pratiquement 2 ans et qui est le prolongement de notre activité de protection des personnes, de notre activité économique de protection des personnes. On s'est dit, il y a des gens dans le monde qui sont en difficulté à certains moments de leur vie et qui n'ont pas la capacité financière à s'acheter cette protection. Et nous, notre métier, c'est de vendre cette protection. Donc on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose et de faire quelque chose d'intelligent. Il faut savoir qu'on est en Italie. L'Italie est un pays qui reste un pays catholique, et je dirais que pour une entreprise d'origine italienne, le fait de faire quelque chose pour les autres est important. C'est un petit peu dans l'ADN. Donc ça n'a pas été vécu et ça n'a pas été construit comme une opération de communication. On a demandé à nos salariés, on a 70 000 salariés dans le monde, on a 150 000 agents d'assurance dans le monde, on leur a demandé, à votre avis, quels sont nos thèmes d'action, parce que nous, on veut pas tout faire, on veut avoir, je vous parlais d'impact tout à l'heure, pour moi c'est extrêmement important d'avoir un impact dans ce qu'on fait, sinon ce qu'on fait est inutile. Donc on s'est dit, il faut qu'on sélectionne des thèmes, mais qu'on ait de l'impact sur ces thèmes-là. Et donc on a fait un sondage, et au final on a sélectionné pour l'instant, après ça peut évoluer dans le temps, mais pour l'instant on a 3 thèmes d'action qui sont la prévention de la maladie du nouveau-né. Il y a, ne serait-ce qu'en Europe, il y a 30 000 bébés qui meurent par an de la maladie du nouveau-né. Et avec des techniques de prévention finalement assez simples qu'on peut développer, on peut réduire de manière significative ce nombre de morts de bébés. Donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, ça concerne toujours les enfants. 80% du cerveau humain est constitué entre 0 et 6 ans et dépend de toutes les sollicitations, de tous les stimuli que l'enfant peut recevoir dans cette période-là. Donc ça dépend aussi de la famille dans laquelle il naît. Et malheureusement, il y a des familles qui sont très défavorisées culturellement, socialement, économiquement, qui n'apportent pas toutes ces stimulations à leurs enfants pendant cette période qui est extrêmement critique. Et donc les enfants partent avec beaucoup moins de bagages et avec beaucoup moins de chances dans la vie. Et donc on essaie de corriger ça en apportant à ces familles-là un soutien pour qu'ils arrivent à donner plus d'attention, plus d'amour, plus d'éducation à leurs enfants entre 0 et 6 ans. Donc on est vraiment dans un rôle sociétal. C'est un travail de Romain, mais comme on est italien, on est capable de relever le défi. D'autres exemples avant et un autre thème, c'est les migrants, qui est un sujet d'actualité en Italie. Jean-Marie Lambert en parlait tout à l'heure. Les migrants, ils arrivent beaucoup en Italie. Ils ne restent pas tous en Italie, mais certains restent en Italie. Et l'idée, c'est de les aider à reconstruire leur vie professionnelle. Parce que si vous reconstruisez votre vie professionnelle, vous reconstruisez votre vie familiale, vous retrouvez votre dignité. Et ce sont des gens qui savaient faire quelque chose dans leur pays. C'est difficile d'être transplanté dans un autre pays quand vous ne connaissez pas la langue, les usages, le droit. Donc on leur apprend la langue, on les aide dans les démarches administratives pour recréer leur petite entreprise, parce qu'il vaut mieux une famille qui vit de son travail qu'une famille qui vit aux dépens de l'État-providence. Voilà, qui s'accomplit dans son travail et donc se révèle au niveau humain. On va se quitter, mais je sais que vous avez, Philippe, donné un message à faire passer par rapport à toutes ces transformations que nous vivons, que vous vivez, par rapport à cette évolution de l'écosystème et par rapport au rôle et à la posture de PDG. On en parlait tout à l'heure avec Denis Oliven. Une vision qui va vous intéresser sur le PDG tel que vous le voyez demain. Oui, alors j'ai 3 choses. La première chose, l'État-providence, ça n'est pas suffisant. L'entreprise providence, ça n'est pas suffisant. Il faut également l'homme-providence. Et l'homme-providence pour soi-même et l'homme-providence pour les autres. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que l'entreprise, sur le plan humain, est en train de se transformer et va se transformer de plus en plus. C'est-à-dire que le modèle d'une entreprise avec un nombre important de salariés est un modèle qui petit à petit va évoluer
et à mon avis assez rapidement, vers un écosystème. Donc l'entreprise sera de plus en plus un écosystème. On en a parlé ce matin puisqu'on parlait de comment intégrer des start-up, des entrepreneurs, parce qu'il faut effectivement laisser l'entrepreneuriat s'épanouir, et ça se fera dans une entreprise qui deviendra un écosystème. Et tout ça sont des évolutions majeures, extrêmement importantes, et ça concerne l'homme. Alors au final, et ça c'est peut-être le message le plus important, moi ça fait des années que je me bats contre une tendance erronée, enfin une erreur stratégique de beaucoup d'entreprises, qui est de nommer à la tête des entreprises le directeur financier. Donc très souvent, c'est le CFO qui devient le directeur général, le leader de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Alors, premièrement, je trouve que c'est évidemment une énorme erreur. Une énorme erreur. Il n'y a aucune raison pour que la fonction finance prime sur les autres fonctions. Deuxièmement, quand on regarde, parce que c'est toujours important de regarder le track record, d'avoir l'expérience, on s'aperçoit que la plupart du temps, les anciens directeurs financiers n'ont pas fait de bons patrons. Alors la question, c'est qui doit faire le bon patron. Et je suis convaincu, mais je ne dis pas ça, en fonction de l'assistance qui est là. Je suis convaincu que dans un futur proche, les vrais patrons, ce sont ceux qui auront occupé la fonction de ressources humaines, parce que c'est ça qui fait le succès des entreprises, c'est ça qui fait le succès de l'engagement des entreprises. Les DRH vont devenir patrons d'entreprise, et je trouve que c'est une excellente chose. C'est bien comme message, hein, quand je vous dis qu'il assure. Merci beaucoup. Voilà. Je vous demande de remercier, d'applaudir encore une fois Philippe Donnet. Merci beaucoup Philippe Donnet d'avoir été avec nous. Je vous invite à rejoindre l'assistant.